Bien, nous en sommes maintenant à la session 5. On continue toujours sur l'esprit de Bandung et l'universel. Et cette session 5, je l'ai appelée Esprit de Bandung et l'universel au futur. Et nous allons considérer 3 grands points. Un premier point qui s'intitule « Au bout du particularisme, l'aurore de l'universel ». Au bout du particularisme, l'aurore de l'universel. Et ceux d'entre vous qui avaient reçu les textes que je vous ai envoyés et qui les avaient surtout lus, vous savez que c'est une citation d'Orphée Noire de Jean-Paul Sartre. Donc, dans un premier temps, nous allons discuter un texte, ce vieux texte de Jean-Paul Sartre, dans l'esprit précisément qu'on a appelé esprit de Bandung. 5 textes de Jean-Paul Sartre, 5 extraits de Orphée Noire que je vous propose de discuter ensemble sous ce titre général « Au bout du particularisme, l'aurore de l'universel ». Deuxième moment où nous allons lire cette fois-ci la fameuse lettre à Maurice Thorez d'Aimé Césaire, sous l'intitulé suivant « Pour un universel riche de tout le particulier ». Souvent, ceux qui connaissent cette fameuse phrase d'Aimé Césaire, on la lira ensemble, il dit à la fin de sa lettre à Maurice Thorez que ce qu'il veut, ce n'est pas un universel émacié, mais un universel riche de tout le particulier. Souvent, ceux qui se souviennent de cette citation font l'erreur de dire un universel riche de tous les particuliers. Or, il est important de noter ici le singulier. Dire un universel riche de tout le particulier, c'est établir une certaine relation du particulier à l'universel, tandis que dire l'universel riche de tous les particuliers, c'est comme s'il fallait une sorte de juxtaposition de particularisme pour aller vers l'universel, ce qui est totalement miraculeux. Ce n'est pas en accumulant des particuliers que vous allez fabriquer de l'universel. Il est donc... Alors, pour un universel riche de tout le particulier et non riche de tous les particuliers. Troisième grande question, alors là c'est la lettre à Maurice Thorez que nous allons lire ensemble et discuter. Et troisième grand point, le fraternalisme, qui est un mot créé par Aimé Césaire dans la lettre à Maurice Thorez, le sororisme et la question de l'universel. Là, je voudrais que nous lisions ensemble 2 extraits, un tiré du livre de Françoise Vergès, Un féminisme décolonial, et un autre tiré du livre traduit de l'anglais de Patricia Hill Collins, La pensée féministe noire. Le lien avec la lettre à Maurice Thorez étant précisément que Françoise Vergès applique, si je puis dire, mais nous verrons cela, la notion de fraternalisme et la critique du fraternalisme par Césaire à ce qu'elle veut dire de la pensée féministe décoloniale. Voilà les 3 grands moments donc, que je vous propose de discuter. D'abord, un mot avant le premier texte pour les circonstances dans lesquelles Sartre écrit Orphée Noire. Orphée Noire est une préface. C'est la préface que Sartre écrit en 1948 à une anthologie de poésie réunie par Léopold Sédar Senghor. Nous sommes en 1948, au sortir de la guerre. Le mouvement qui est né au milieu des années 30 et qui s'est donné à lui-même le nom de négritude, un nom provocateur, qui, on le sait, a consisté à prendre le mot nègre et à lui ajouter la désinence qui en fait un substantif. Après avoir hésité entre négrité et négritude, Césaire a décidé, fort heureusement, de dire négritude. Négritude, comme dira Sartre, est déjà suffisamment laid comme ça. S'il avait fallu prononcer à la place négrité,
ça aurait été encore pire. Donc, ce mouvement qui est né au milieu des années 30 est pour l'essentiel, à ce moment-là, un mouvement poétique. Senghor écrit pendant la guerre Noir, Césaire publie, pendant qu'il est ici à l'École normale supérieure, son cahier d'un retour au pays natal. Damas a publié Pigments. D'autres auteurs qui vont se retrouver dans l'anthologie ont également produit de la poésie. Et Senghor réunit tout cela en une anthologie au sortir de la guerre. Et c'est Alioune Diop, le fondateur de la maison Présence africaine, d'abord la revue, puis la maison d'édition, et maintenant la librairie aussi. C'est donc Alioune Diop qui connaît le tout Paris, qui va proposer cette anthologie à Sartre en lui demandant d'en écrire la préface. Vous savez qu'avec Sartre, demander une préface, c'est une chose extrêmement dangereuse parce que vous n'êtes pas sûr de l'avoir immédiatement. Peut-être qu'il va falloir attendre des années et puis ensuite recevoir, au lieu d'une préface de quelques pages qui dirait simplement « lisez ce livre, toute affaire cessante », la préface va en fait être un gros pavé. C'était ça l'idiot de la famille, qui était censé être une préface à Flaubert, et Sartre a fait attendre pour sa préface et a écrit un livre. Même chose avec Genet. Jean Genet, ce qui devait être une préface devient aussi un gros pavé. Là, dans le cas d'espèce, Sartre fait ce qu'on lui demande. Il écrit une préface flamboyante, extrêmement poétique, comme vous avez vu en le lisant, et qu'il donne à temps. Et c'est cette préface est importante parce que, comme je l'ai dit, pour l'essentiel, les auteurs du mouvement dit de la négritude, et en particulier ceux que l'on appelle les pères de la négritude, c'est-à-dire Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, ont écrit pour l'essentiel de la poésie à ce moment-là. En 1944, cependant, Aimé Césaire avait donné aux Antilles pendant une conférence un magnifique texte, poésie et connaissance, mais qui n'était pas connu, qui n'avait pas beaucoup circulé à l'époque. Senghor avait écrit également, avant la guerre, son premier essai, Ce que l'homme noir apporte, mais bref, il n'y avait pas véritablement des textes théoriques écrits par les auteurs associés à ce mouvement de la négritude. Il y avait pour l'essentiel de la poésie. Et c'est donc à partir d'une anthologie de poésie, à partir de poèmes, que Sartre va donner cette préface qui va, en quelque sorte, devenir pendant quelque temps la théorie de la négritude. Il va en faire, lui, la théorie, et cette préface va du coup être une sorte de manifeste de la négritude. Avant que les voix des auteurs de la négritude sur le plan théorique se fassent entendre, c'est d'une certaine façon la voix de Sartre qui va porter la signification de ce mouvement poétique, politique, philosophique qu'est la négritude, parce que ce à partir de quoi il écrit et donne la signification ultime de la négritude, c'est de la poésie. On posera la question de savoir ce que cela a pu signifier historiquement, que le texte de Sartre, étant donné qui était Sartre, ait été, d'une certaine façon, le premier manifeste d'un mouvement de poètes noirs avant qu'eux-mêmes fassent la théorie de leur propre mouvement. Alors, le début du texte de Sartre, le premier extrait, voici des hommes noirs debout qui nous regardent et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d'être vus. Ceux qui sont familiers avec la littérature de l'existentialisme voient tout de suite ici sur ce saisissement, le saisissement d'être vu dont parle Sartre, un des thèmes centraux de l'existentialisme sartrien. C'est-à-dire que lorsque Alioune Diop demande à Sartre de faire la préface à cette anthologie de poètes noirs et donc de poser la question noire en quelque sorte
de la même manière qu'il avait pu poser la question juive, Sartre va transformer cette question en un chapitre de l'existentialisme. Ce que je voudrais dire à propos d'Orphée Noir, c'est que la négritude devient en quelque sorte un chapitre de l'existentialisme sartrien, précisément parce que la préface en question a été demandée à Sartre. Et ce thème déjà existentialiste par excellence, du regard qui fige, du regard qui chosifie, ou du regard qui néantise, pour reprendre le lexique sartrien, on le voit jouer ici et jouer pleinement parce que précisément le fait d'être noir est une certaine manière d'être hyper visible, si je puis dire. Et donc l'idée qu'on est constitué par le regard de l'autre, qu'on est en quelque sorte aliéné par le regard de l'autre, qu'on se rend compte que l'autre me regarde comme une chose, c'est-à-dire que moi pour l'instant je vous regarde comme une salle qui est là et qui est en train de m'écouter religieusement. Et mon narcissisme, qui est tout à fait satisfait de cela, me permet d'avoir mes gesticulations heureuses des deux bras. Et puis brutalement je me dis, mais mon Dieu, c'est eux qui me regardent, c'est pas moi qui les regarde. Et juste ciel, je me sens chosifié, absolument glacé, et je m'assois sur mon fauteuil et je suis incapable de dire quoi que ce soit. Bon, heureusement qu'on n'en est pas là et que je vais continuer à parler quand même, mais c'est un peu cette histoire, cette question très existentialiste, très existentielle, du retournement du regard, de la chosification qu'on voit apparaître ici. Et c'est intéressant de voir que l'Orphée Noir commence de cette manière-là et effectue le genre de retournement que l'on voit fonctionner parfaitement dans les textes écrits par Sartre à ce moment-là. On peut lire là derrière tout ce qui est dit, par exemple, dans la nausée, la signification de la nausée d'Antoine Roquentin, etc. Bref, Sartre est tout à son affaire existentialiste lorsqu'il écrit cette préface pour l'anthologie senghorienne. Ceci est un point important. Deuxième aspect important de ce premier texte, qui est le blanc a joui 3000 ans du privilège de voir sans qu'on le voie. Il était regard pur, etc. Je ne sais pas très bien à quoi 3000 ans correspondent. Si vous avez des lumières sur 3000 ans, disons que c'est depuis toujours, depuis toute une éternité. Bref, cette manière que Sartre a de jouer sur le blanc et le noir, sur le regard, encore une fois, c'est la thématique existentialiste habituelle. L'être est noir, qui commence le second paragraphe. L'être est de feu, nous sommes accidentels et lointains, nous avons à nous justifier de nos mœurs, de nos techniques, de notre pâleur de mal cuit et de notre végétation vert de gris. Par ces regards tranquilles et corrosifs, nous sommes rongés jusqu'aux os. Là, ce jeu de retournement sur la couleur et l'idée que l'être de blanc qu'il était est devenu noir, c'est une démarche qu'on pourrait dire facile, mais qui est l'expression même de ce retournement. Faire du blanc et du noir quelque chose de cosmique, une espèce de grand partage où l'être sera ou blanc, jusqu'ici l'être était blanc, et voici que ces poètes nous disent que l'être est noir. Renversement total sur lequel Sartre ouvre cette fameuse préface et où il cite, ici c'est la première citation qu'il donne de poème, « Écoutez le monde blanc, horriblement las de son effort immense, ses articulations rebelles craquées sous les étoiles dures, ses raideurs d'acier bleu transperçant la chair mystique, écoute ses victoires proditoires, trompeter ses défaites, écoute aux alibis grandioses son piètre trébuchement, pitié pour nos vainqueurs, omniscients et naïfs. » Même c'est du Césaire, absolument, c'est lui qui écrit avec son ton absolument inimitable et son habitude de vous renvoyer toujours vers le dictionnaire chaque fois qu'il écrit de la poésie. Donc, tac, j'imagine que vous êtes allé chercher Proditoire, non? Si? Et vous avez trouvé, non? Proditoire. Il paraît que lorsque Césaire a été mis au programme de l'agrégation et qu'ensuite on l'a très vite retiré,
c'était parce qu'on le trouvait trop difficile et on trouvait qu'il fallait trop regarder le dictionnaire chaque fois qu'on lisait sa poésie. Enfin bon, ça c'était l'explication qui était donnée. Pourquoi ne pas lire le dictionnaire? Je crois que la véritable explication n'était probablement pas celle-là. Alors, proditoire, qui respire la trahison. Victoire proditoire qui doit tout, une victoire qui doit tout à la trahison. Bref, au-delà de cela, ce renversement qui est fait pour ce qui nous intéresse sur la question de l'universel, cette manière de jouer avec la relativisation, cette manière de jouer avec le changement de perspective, cette manière de renverser le regard, qui est une manière, encore une fois, tout à fait existentialiste, nous dit une chose sur ce que signifie, par exemple, une provincialisation de l'Europe. On a l'habitude d'associer l'idée de provincialisation à Dipesh Chakrabarty. Mais d'une certaine manière, le texte de Sartre est d'abord et avant tout cette fameuse provincialisation de l'Europe. D'ailleurs, il a une expression, je ne vous l'ai pas mise dans les extraits que j'ai sélectionnés ici, mais vous l'avez probablement lu, lorsqu'il dit à la page 10 de Orphée Noire, « L'Europe n'est plus qu'un accident géographique, la presqu'île que l'Asie pousse jusqu'à l'Atlantique. » Cette manière de décentrer l'Europe, déjà sur le plan géographique, en disant, mais après tout, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Si vous regardez la carte, c'est simplement cette presqu'île que l'Asie pousse, dit-il, qu'à l'Atlantique. Cette provincialisation géographique, qui reproduit la provincialisation théorique, philosophique qu'il effectue dans ce retournement du regard, et qui est une remise en cause de ce qui est un point de vue privilégié simplement parce qu'il ne se sait pas point de vue. Il découvre, c'est un texte qui découvre à l'Europe que son point de vue est justement simplement cela, un point de vue, un point de perspective, et par définition, un point de perspective s'inscrit toujours dans le pluriel de points de vue de perspective possible. Alors, plutôt que dans cette provincialisation, au fond, plutôt que de l'image d'une révolution copernicienne que je crois avoir déjà utilisée dans une des sessions précédentes, c'est probablement l'image d'une monadologie qui correspondrait davantage à cette multiplication, cette démultiplication des perspectives. La monadologie, si on prend le modèle de la monadologie leibnizienne, par exemple, elle nous parle davantage de ce pluriel des perspectives sur une seule et même réalité, parce que, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, les monades expriment la totalité du monde, mais de leur propre point de vue, la même totalité, mais de leur propre point de vue. Je crois que ce modèle-là, perspectivisme, serait plus parlant que le simple fait de dire que cette provincialisation de l'Europe est une sorte de révolution copernicienne où l'Europe se découvre province parmi les provinces, comme la Terre s'était découverte planète parmi les autres planètes. Voilà pour ce premier texte, les réflexions que je voulais partager avec vous avant la discussion que nous allons en avoir. Alors, point important pour la manière dont Orphée Noire pose la question de l'universel, ce texte 2, où Sartre dit la chose suivante: « Je voudrais montrer par quelle voie on trouve accès dans ce monde de G et que cette poésie qui paraît d'abord raciale est finalement un chant de tous et pour tous. En un mot, je m'adresse ici aux Blancs et je voudrais leur expliquer ce que les Noirs savent déjà. Pourquoi c'est nécessairement à travers une expérience poétique que le Noir, dans sa situation présente, doit d'abord prendre conscience de lui-même, et inversement, pourquoi la poésie noire de langue française est de nos jours la seule grande poésie révolutionnaire. » Ça, les lecteurs surréalistes de Sartre n'ont pas dû aimer. Si le prolétariat blanc use rarement de la langue poétique pour parler de ses souffrances, de ses colères ou de la fierté qu'il a de soi, ce n'est pas un hasard. Et je ne crois pas non plus que les travailleurs soient moins doués que nos fils de famille.
Le don, cette grâce efficace, perd toute signification quand on prétend décider s'il est plus répandu dans une classe que dans une autre classe. Ce n'est pas non plus que la dureté du travail leur ôte la force de chanter. Les esclaves trimaient plus dur encore, et nous connaissons des chants d'esclaves. Il faut donc le reconnaître, ce sont les circonstances actuelles de la lutte des classes qui détournent l'ouvrier de s'exprimer poétiquement. Opprimé par la technique, il se veut technicien, parce qu'il sait que la technique sera l'instrument de sa libération. S'il doit pouvoir un jour contrôler la gestion des entreprises, il sait qu'il y parviendra seulement par un savoir professionnel, économique et scientifique. Il a de ce que les poètes ont nommé la nature, une connaissance profonde et pratique, mais qui lui vient plus par les mains que par les yeux. La nature, c'est pour lui la matière, cette résistance passive, cette adversité sournoise et inerte qu'il laboure avec ses outils. La matière ne chante pas. Eh bien, c'est cette idée que la parole noire est nécessairement poétique. Je voudrais attirer votre attention sur ce point-là. Parce que, on le verra d'ailleurs, ce point sera repris plus tard lorsque Sartre évoquera l'hypothèse, qui est plus qu'une hypothèse quand il l'écrit d'ailleurs, que le langage noir, si une telle chose existe, est peut-être bien synthétique par rapport à la langue française qui serait analytique. Mais ça, c'est une chose qu'on verra tout à l'heure en lisant le texte où cette expression apparaît. Ici, pour l'instant, cette idée que l'expression d'une douleur et d'une révolte noire doit être tout nécessairement une expression poétique. Et l'idée que, par conséquent, ces poètes, dans l'anthologie qu'on lui a présentée et pour laquelle on lui a demandé une préface, sont engagés dans une transfiguration du réel, parce qu'ils sont qui ils sont, parce qu'ils ont connu l'expérience qui est la leur, l'oppression qu'ils ont connue, et parce qu'ils sont engagés dans la révolte qui est la leur, tout ceci ne peut être que poétique. On voit déjà apparaître quelque chose qui va être un problème dans ce texte, un problème qui va faire réagir très fortement Frantz Fanon, on y reviendra, mais qui est l'idée que la relation de ces poètes noirs à la réalité est une relation poétique, que c'est une relation de transfiguration du réel, transfiguration uniquement poétique, dans l'imaginaire donc, là où il établit un contraste avec le prolétariat, lequel prolétariat, lui, est engagé dans le réel de manière réelle, si je puis dire, si je puis oser cette tautologie. Le prolétariat, lui, est engagé dans une transformation du réel, là où les poètes noirs sont engagés dans une transfiguration de cette même réalité. On peut voir ici la présence dans l'écriture de Sartre de Hegel, qui est extrêmement présent dans Orphée noir, explicitement et implicitement. Ici, implicitement, dans cette idée qui est à la base, par exemple, de la dialectique du maître et de l'esclave. Vous savez que dans la dialectique dite du maître et de l'esclave se découvre lui-même par le travail qu'il accomplit. Dans sa manière de se coltiner avec la matière, de la transformer, de travailler, etc., il découvre qui il est et il va de nouveau affronter le maître parce qu'entre-temps, comme un miroir, son travail lui aura renvoyé le reflet de qui il est. Et donc, cela le conduit à affronter à nouveau le maître et à sortir de son esclavage. Et on le voit ici, c'est la même chose qui est dite, mais du prolétariat, du prolétaire. Le prolétaire, c'est celui qui travaille à transformer le monde, et le noir, la révolte des écrivains de la négritude est une révolte qui se passe pour l'essentiel sur le plan poétique. Celui qui est opprimé par la technique répond par la technique, et celui qui est opprimé de manière absolue répond par la poésie
dans ce texte que je vous ai cité. On retrouvera cette idée d'une transfiguration purement poétique versus une transformation réelle. Mais je voudrais pour l'instant vous proposer ce troisième texte qui porte plus précisément sur le langage, et en particulier ici sur la langue française. Et je suis heureux que mon amie Barbara Cassin ait pu être là aujourd'hui pour cela. Elle veille sur notre langue française que nous avons en partage, comme vous le savez. Et surtout, nous avons, elle et moi, discuté beaucoup ces textes de Sartre sur le langage. Alors, quand Sartre fait la remarque importante que voici un nationalisme qui va une remise en question de l'universalisme européen qui va s'exprimer dans le langage même de cet universalisme européen. La plupart des minorités ethniques, dit-il, au XIXe siècle, la plupart des minorités ethniques au XIXe siècle, en même temps qu'elles luttaient pour leur indépendance, ont passionnément tenté de ressusciter leur langue nationale. Pour pouvoir se dire irlandais ou hongrois, il faut sans doute appartenir à une collectivité qui jouisse d'une large autonomie économique et politique, mais pour être irlandais, il faut aussi penser irlandais, ce qui veut dire avant tout penser en irlandais. Les traits spécifiques d'une société correspondent exactement aux locutions intraduisibles de son langage. Or, ce qui risque de freiner dangereusement l'effort des Noirs pour rejeter notre tutelle, c'est que les annonciateurs de la négritude sont contraints de rédiger en français leur évangile. Dispersés par la traite aux quatre coins du monde, les Noirs n'ont pas de langue qui leur soit commune. Pour inciter les opprimés à s'unir, ils doivent avoir recours aux mots de l'oppresseur. C'est le français qui fournira aux chantres noirs la plus large audience parmi les Noirs, au moins dans les limites de la colonisation française. C'est dans cette langue à chair de poule, pâle et froide comme nos cieux, et dont Mallarmé disait qu'elle est la langue neutre par excellence, puisque le génie d'ici exige une atténuation de toute couleur trop vive et des bariolages. C'est dans cette langue pour eux à demi morte que Damas, Diop, Lalo, Rabea Rivelo vont verser le feu de leur ciel et de leur cœur. Par elles seules, ils peuvent communiquer, semblables aux savants du XVIe siècle qui ne s'entendaient qu'en latin. Les Noirs ne se retrouvent que sur le terrain plein de choses trappes que le blanc leur a préparées. Entre les colonisés, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Il est là, toujours là, même absent, jusque dans les conciliabules les plus secrets. Et comme les mots sont des idées, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il repousse de l'autre, il installe en lui comme une broyeuse l'appareil à penser de l'ennemi. Ce ne serait rien, mais du même coup, cette syntaxe et ce vocabulaire forgé en d'autres temps, à des milliers de lieux, pour répondre à d'autres besoins et pour désigner d'autres objets, sont impropres à lui fournir les moyens de parler de lui, de ses soucis, de ses espoirs. La langue et la pensée française sont analytiques. Qu'arriverait-il si le génie noir était avant tout de synthèse? Le terme acélé de négritude est un des seuls apports noirs à notre dictionnaire, mais enfin, si cette négritude est un concept définissable, elle doit subsumer d'autres concepts plus élémentaires et correspondant aux données immédiates de la conscience nègre. Où sont les mots qui permettent de les désigner? Comme on comprend la plainte du poète haïtien, ce cœur obsédant qui ne correspond pas à mon langage ou à mes costumes et sur lequel mordent comme un crampon des sentiments d'emprunt et des coutumes d'Europe, sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nul autre égal, d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. De Mallarmé au surréaliste, le but profond de la poésie française me paraît avoir été cette autodestruction du langage, etc. On reviendra plus loin que ça. Mais pour l'instant, sur la question de l'universel et du langage, dans sa relation au langage, l'idée qu'un nationalisme,
isomorphie qu'on aurait souhaité établir entre un nationalisme, un langage et peut-être un territoire. Ici, n'existe pas. Vous avez donc un nationalisme commun, une unité nationaliste sans langage commun. Un Irlandais, pour affirmer sa propre identité irlandaise, affirme sa langue contre l'anglais. Quelle langue affirmer contre le français si tous ces poètes, justement, s'entendent et réalisent leur unité à travers le français? L'idée qu'on n'en sort pas, que l'oppression est inscrite dans le langage lui-même, et que de ce point de vue, il y a une sorte de contradiction fondamentale à vouloir combattre l'oppression avec la langue de l'oppresseur. Ceci est un thème important à discuter, qui est discuté. Toute la question étant de savoir, et c'est ce que va dire Sartre par la suite, dans la suite du texte, lorsqu'il va expliquer qu'en définitive, ce français employé par les poètes de la négritude n'est plus véritablement le français. Ils auront, dit Sartre, défrancisé cette langue. Donc, ce que, depuis de Mallarmé, dit-il, jusqu'au surréaliste, ce qui avait été la poursuite de la poésie française en général, c'est-à-dire, dit Sartre, l'autodestruction du langage, se réalisera chez ces poètes qui accompliront donc le geste de cette autodestruction, ce geste poétique de cette autodestruction. Donc maintenant, il donne contenu à ce que j'ai appelé tout à l'heure la transfiguration du langage. Cette transfiguration sera en réalité une destruction poétique du langage, et cette destruction consistera à faire de la langue elle-même une nouvelle langue. Ce n'est plus la langue de l'oppresseur, c'est véritablement devenu la langue de l'opprimé. Alors, toute la question que vous pourrez poser, on pourra discuter de cela par la suite, c'est de savoir si ce tour, ce renversement est un renversement effectif. Si une défrancisation de la langue est en effet une certaine manière d'inscrire sa propre revendication contre un universalisme qui s'est avéré jusque-là un universalisme déshumanisant. Inscrire sa propre humanité, c'est-à-dire sa propre identité, dans une langue, lors même que cette langue n'est pas la leur. Elle est la leur tout en n'étant pas la leur. Cette question de la langue est donc ici importante. C'est seulement lorsqu'ils ont dégorgé leur blancheur qu'ils les adoptent, faisant de cette langue en ruine un super langage solennel et sacré, la poésie. Par la seule poésie, avec P majuscule, qui devient une sorte d'autre langue, les Noirs de Tananarive et de Cayenne, les Noirs de Port-au-Prince et de Saint-Louis peuvent communiquer entre eux sans témoin, etc., etc. Et dernière partie de ce texte, où précisément parce qu'ils se sont emparés de cette langue, ils révèlent aussi ce qu'on pourrait considérer comme une sorte d'impensé de cette langue, dans la mesure où ce couple cosmique noir-blanc joue également à l'intérieur de cette langue. Vous appropriez une langue où le mal est noir et le bien est blanc, cela ne va pas de soi, d'où le lien avec le renversement de l'être tout à l'heure dans le texte 1. Donc, voilà une présentation rapide de ce texte et les raisons pour lesquelles j'ai choisi cet extrait. Ce rivalorisme de Sartre, qui décide que le français est une langue analytique et que les poètes noirs, que le génie noir est peut-être bien synthétique. C'est une phrase très curieuse, parce que d'abord le génie noir est d'un essentialisme qu'on n'attendrait pas du pape de l'existentialisme, qui c'est que le génie noir lui-même dit que ces noirs sont venus des 4 coins du monde et ils partageraient un même génie qui serait un génie synthétique. D'où viendrait-il? Deuxièmement, la langue française est langue analytique. Ça, c'est le récit de soi convenu depuis Rivarol. L'idée que la manière dont on parle en français reproduit très exactement
la manière dont l'analyse rationnelle est conduite dans notre pensée. Et que donc il y a cet isomorphisme parfait entre la pensée rationnelle et l'expression française, est un aspect également très curieux de ce propos sartrien. Ça, c'est un point sur lequel on pourra discuter. Je voulais cependant préciser que cette idée d'un renversement qui ferait que la langue française devient la propriété de ceux qui se sont opposés au colonialisme français, c'est une question qui se pose encore aujourd'hui, qui est extrêmement actuelle. C'est un des thèmes de l'exposition qui va être celle de Villers-Cotterêts, et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je faisais un signe d'intelligence à Barbara Cassin, parce que vous savez qu'il va y avoir un musée de la langue française, et le musée de la langue française est censé appartenir à tout le monde francophone et pas seulement à la France. Le fait que l'universalisme de la langue française soit devenu aujourd'hui également une défense du pluralisme linguistique dans le monde est un aspect important de la discussion que nous avons autour de l'universel, en particulier à partir de ce texte de Sartre sur le fait que les auteurs noirs utilisent la langue de l'oppresseur, la langue, l'appareil à penser de l'ennemi, pour en faire non plus, pour la transformer de langue d'oppression qu'elle était en une langue d'émancipation. C'est un thème important ici. En tout cas, cette défrancisation est un point important. L'autre aspect, le caractère moral, ça aussi c'est intéressant parce que dire que la poésie, ces poètes découvrent à la langue française une sorte de racialisme qu'elle porterait sans s'en rendre compte. Dire que la vertu est blanche ou que blanc comme neige pour signifier l'innocence, à parler de la noirceur d'un regard, d'une âme, d'un forfait, etc. Ceci est un point linguistique intéressant, parce qu'en définitive, ce n'est pas que la langue elle-même soit racialiste. Quand on dit blanc comme neige ou innocent, pour dire innocent, il est blanc comme neige, ou pour dire qu'il est méchant, parler de la noirceur de l'âme de quelqu'un, ces termes ne deviennent des termes raciaux que si vous pensez en termes raciaux. C'est-à-dire que si je prends ma propre langue wolof, pour dire de quelqu'un qu'il est méchant, on dit qu'il a le ventre noir. Mais personne n'ira dire que les Noirs wolof qui parlent wolof sont en train d'associer leur propre négritude à la méchanceté. Cette langue utilise les catégories de noir et de blanc pour des gens qui ne se sont jamais pensés comme noirs. C'est d'abord ça qu'il faut bien réaliser. Ça veut dire que si je disais par exemple « Oh, son âme est toute noire » et que vous vous offusquez de ce que j'utilise un terme comme noir alors que je le suis moi-même pour caractériser l'âme méchante de quelqu'un d'autre, je n'aurais fait que traduire de ma langue wolof. Alors l'idée que la langue elle-même est porteuse de ces catégories raciales, c'est une projection. Nous projetons les catégories raciales sur la langue lorsque la langue parle de noir et de blanc selon ses propres termes. Mais en fait, c'était une parenthèse appelée par la fin du texte que je viens de vous présenter. Prochain extrait d'Orphée Noire. Un texte important pour une expression qu'elle contient et sur laquelle je voudrais aussi attirer votre attention, l'idée d'un racisme antiraciste.
qui est une expression qui a été utilisée par Sartre et qui a été un problème pour les écrivains de la négritude après la préface de 1948. Le nègre, comme le travailleur blanc, est victime de la structure capitaliste de notre société. Cette situation lui dévoile son étroite solidarité par-delà les nuances de peau avec certaines classes d'Européens opprimés comme lui. Elle l'incite à projeter une société sans privilèges où la pigmentation de la peau sera tenue pour un simple accident. Mais si l'oppression est une, elle se circonstancie selon l'histoire et les conditions géographiques. Le noir en est la victime en tant que noir, à titre d'indigène colonisé ou d'Africain déporté. Et puisqu'on l'opprime dans sa race et à cause d'elle, c'est d'abord de sa race qu'il lui faut prendre conscience. Ceux qui, durant des siècles, ont vainement tenté, parce qu'il était nègre, de le réduire à l'état de bête, il faut qu'il les oblige à le reconnaître pour un homme. Or, il n'est pas ici d'échappatoire, ni de tricherie, ni de passage de ligne qu'ils puissent envisager. Un juif blanc parmi les blancs peut nier qu'il soit juif, se déclarer un homme parmi les hommes. Le nègre ne peut nier qu'il soit nègre, ni réclamer pour lui cette abstraite humanité incolore. Il est noir. Ainsi est-il acculé à l'authenticité. Insulté, asservi, il se redresse, il ramasse le mot nègre qu'on lui a jeté comme une pierre, il se revendique comme noir en face du blanc dans la fierté. L'unité finale qui rapprochera tous les opprimés dans le même combat doit être précédée aux colonies par ce que je nommerai le moment de la séparation ou de la négativité. Ce racisme antiraciste est le seul chemin qui puisse mener à l'abolition des différences de race. Comment pourrait-il en être autrement? Les Noirs peuvent-ils compter sur l'aide du prolétariat blanc, lointain, distrait par ses propres luttes, avant qu'ils se soient unis et organisés sur leur sol? Et ne faut-il pas d'ailleurs tout un travail d'analyse pour apercevoir l'identité des intérêts profonds sous la différence manifeste des conditions? En dépit de lui-même, l'ouvrier blanc projette un peu de la colonisation. Si bas que soit son niveau de vie, sans elle, il serait plus bas encore. En tout cas, il est moins cyniquement exploité que le journalier de Dakar et de Saint-Louis. Et puis l'équipement technique et l'industrialisation des pays européens permettent de concevoir que des mesures de socialisation y soient immédiatement applicables. Vu du Sénégal ou du Congo, le socialisme apparaît surtout comme un beau rêve. Pour que les paysans noirs découvrent qu'il est l'aboutissement nécessaire de leurs revendications immédiates et locales, il faut d'abord qu'ils apprennent à formuler en commun ces revendications, donc qu'ils se pensent comme noirs. Ceci est un passage important de cette préface que Sartre a écrite et pose des problèmes très controversés, évidemment. L'idée de remettre en question l'universalisme de ce qu'il appelle ici une humanité incolore. L'impossibilité de cette humanité incolore dès lors qu'il y a une oppression d'une population à cause précisément de sa couleur. Premier point souligné dans ce texte. Deuxième point, la question de l'unité, la question de la solidarité et la question de la fraternité au-delà des races, et ici en particulier de l'unité avec le prolétariat. L'un des points qui me semble, qui apparaît ici comme un point central et un point de grande controverse et de discussion, qui demande réflexion en tout cas, c'est ce qui est dit sur le fait que précisément parce que l'oppression prend un tour raciste et racial, il y a une nécessité absolue d'un moment de la séparation et de la négativité. Et ce moment de la séparation et de la négativité est appelé par Sartre un racisme antiraciste. Ce serait presque, et il dit, c'est le seul chemin qui puisse mener à l'abolition des différences de race. Évidemment, ceci mérite discussion et questionnement. Ça semble être une justification philosophique si on se reporte en 1948, si nous regardons nos grandes discussions aujourd'hui, à l'heure actuelle, la discussion, par exemple, de réunions exclusives, de réunions qui seraient des réunions séparatistes de ce point de vue-là, en donnant à séparatisme la signification que lui donne ici Sartre.
Cette idée que la séparation est nécessaire comme moment de la négativité pour que le moment de la synthèse puisse s'effectuer. C'est le seul chemin, dit-il, qui puisse mener à l'abolition des différences de race. Et cette manière également de commencer à interroger un certain universalisme de gauche, pour qui la solidarité des opprimés va de soi, parce qu'elle est dans l'ordre universel des choses, est également mise en question ici. Ce n'est pas sans rappeler la colère de Simone Weil, par exemple, que nous avions parlé en session 2, lorsqu'elle disait qu'elle avait davantage honte des gens de son propre camp, parce qu'elle trouvait que les gens qui étaient le Front populaire ne prêtaient pas grande attention à ce qui lui apparaissait à elle comme le scandale de la colonisation et des exactions de la colonisation. Alors cette idée d'un racisme antiraciste est un point important ici. Est-ce qu'un antiracisme peut être raciste et apparemment d'une manière qui puisse être considérée comme légitime, ainsi que le dit Sartre dans ce texte de 1948, qui a des résonances très particulières aujourd'hui dans les questions que nous nous posons autour de la question de l'universel, même si nous le posons en général dans des termes indécidables comme wokisme, anti-wokisme, des choses qui ne veulent pas dire grand-chose. Après ce moment de la négativité et de la séparation, évidemment, on peut s'attendre à un moment qui est dit étrange et décisif virage lorsque la race se transmue en historicité, dit Sartre. Donc nous nous approchons de la fin de cette préface d'Orphée Noir, où maintenant Sartre dit qu'après ce moment de la négativité et de la séparation, la race se transmue en historicité. Elle n'est plus une identité, elle est un devenir. Elle n'est plus immobile dans sa séparation, elle est engagée dans le temps. Le présent, dit-il, l'écrivant avec P majuscule, le présent noir explose et se temporalise, la négritude s'insère avec son passé et son avenir dans l'histoire universelle. Ce n'est plus un état, ni même une attitude existentielle, c'est un devenir. Je saute ceci pour lire surtout le deuxième paragraphe. C'est peut-être cette nudité ultime de l'homme qui a arraché de lui les oripeaux blancs qui masquaient sa cuirasse noire et qui à présent défait et rejette cette cuirasse elle-même. C'est peut-être cette nudité sans couleur qui symbolise le mieux la négritude. Car la négritude n'est pas un état, elle est pur dépassement d'elle-même, elle est amour. C'est au moment où elle renonce qu'elle se trouve. C'est au moment où elle accepte de perdre qu'elle a gagné. À l'homme de couleur et à lui seul, il peut être demandé de renoncer à la fierté de sa couleur. Il est celui qui marche sur une crête entre le particularisme passé qu'il vient de gravir et l'universalisme futur qui sera le crépuscule de sa négritude. Celui qui vit jusqu'au bout le particularisme pour y trouver l'aurore de l'universel. Et sans doute le travailleur blanc, lui aussi, prend conscience de sa classe pour la nier, puisqu'il veut l'avènement d'une société sans classe. Mais encore une fois, la définition de la classe est objective. Elle résume seulement les conditions de son aliénation. Tandis que le nègre, c'est au fond de son cœur qu'il trouve la race, et c'est son cœur qu'il doit arracher. Point central ici, celui qui va transformer ce que Sartre lui-même jusqu'ici a profondément essentialisé. Et encore une fois, j'attirais votre attention sur le paradoxe d'un penseur de l'existentialisme qui a essentialisé jusqu'ici la négritude, parlant de génie noir, avec parfois aussi, vous avez fait attention à ces passages-là, évidemment, dans le texte de Sartre, des stéréotypes sexuels, en parlant d'une sorte d'identité de dressement phallique, etc., etc. Et en même temps, maintenant, renversant complètement les choses et engageant ce dont il a fait une essence dans le devenir et dans le mouvement.
vers la révolution. On passe de l'affirmation de soi dans la séparation et dans ce moment de la négativité à un engagement dans le mouvement qui est le mouvement de la révolution. Et ceci est important. L'idée que la négritude, ce qui donne une place particulière aux Noirs dans une mission qui est une mission universelle de révolution et de mise et d'abolition de l'oppression, c'est une sorte de différence d'intensité dans l'oppression. Sa mission historique, parce qu'il a plus que tous les autres souffert de l'exploitation capitaliste, c'est le même ennemi capitalisme de toute façon, il a acquis plus que tous les autres le sens de la révolte et l'amour de la liberté. Et parce qu'il est le plus opprimé, c'est la libération de tout ce qu'il poursuit nécessairement lorsqu'il travaille à sa propre délivrance. Tout se passe comme si, dans l'écriture sartrienne, il s'agissait de dire, en écrivant la préface à ces poètes noirs, « Je vous ai compris ». Une phrase très gaulienne. Je vous ai compris, voici pourquoi, en effet, votre anthologie, où vous réinventez le langage, où vous dites la seule poésie révolutionnaire de notre temps était nécessaire, mais maintenant, il est temps d'engager ce mouvement également dans sa propre disparition au sein de la révolution avec R majuscule. Comprendre que le devenir, que la négritude n'est pas un être, mais un devenir, n'est pas une identité, mais un dépassement, et qu'elle est amour. D'où le titre. Orphée noir, c'est à la fois la célébration du fait que ce sont des chantres, des poètes, la poésie, la seule poésie révolutionnaire de notre temps, comme il le dit, donc ce sont des nouveaux Orphées, mais Orphée, c'est également Eurydice, le fait que Eurydice est condamné à disparaître. Quand Orphée chante Eurydice comme ces poètes noirs créent la négritude de toute pièce, Eurydice est fabriquée par le chant d'Orphée et Orphée ne tient pas jusqu'au bout la manière dont sa poésie est créatrice d'Eurydice, puisqu'au dernier moment, hop, il ne peut pas résister à l'envie de se retourner, évidemment. Eurydice retourne vers les enfers. De la même manière, la négritude n'est que pour disparaître, sa réalisation est dans cette disparition elle-même. Et cette disparition est cette visée de l'universel. Donc on voit le sens, la signification que Sartre donne à cette métaphore du crépuscule de la négritude qui est en même temps l'aurore de l'universel. Cette phrase qu'il emploie et que j'avais utilisée comme titre de cette première partie, au bout du particularisme, l'aurore de l'universel. Donc sur la question de l'universel qui nous occupe, c'est comme si aller jusqu'au bout du particularisme était fatalement découvrir la nécessité d'un dépassement de ce particularisme vers l'universel. De la même manière qu'on dit « il faut que jeunesse se passe », il dit « il faut que négritude se passe ». En gros, c'est comme ça qu'on pourrait dire les choses en se moquant un peu. Je ne me moque pas vraiment. Je veux dire, le propos sartrien ici est plus important, évidemment, que cela. Cette acceptation de se perdre, cette disparition du crépuscule dans l'aurore. Alors, qu'adviendra-t-il de la poésie, se demande-t-il, si à ce moment-là, au lieu de chanter, ces Orphées noirs maintenant se mettent eux aussi à se coltiner la matière et à manifester aux côtés de leurs frères prolétaires pour l'avènement du grand soir, qu'adviendra-t-il de la poésie? Sartre dit, de toute façon, la poésie s'invente et à chaque moment, à chaque époque, dit-il, sa poésie, à chaque époque, les circonstances de l'histoire élisent une nation, une race, une classe pour reprendre le flambeau, en créant des situations qui ne peuvent s'exprimer ou se dépasser que par la poésie. Et tantôt l'élan poétique coïncide avec l'élan révolutionnaire, et tantôt ils divergent. Saluons aujourd'hui la chance historique qui permettra aux Noirs de pousser d'une telle raideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées. Là encore, c'est une citation d'Aimé Césaire. Sartre cite beaucoup de poètes
dans cette préface. Il cite des extraits pour illustrer son propos, mais c'est surtout, en fait, Césaire, si on lit là, Orphée Noire, qui est son véritable interlocuteur ici. Alors, je voudrais maintenant, après avoir passé autant de temps sur Orphée Noire de Sartre, sur cette préface, me pencher sur la lettre à Maurice Thorez. Et cette lettre, vous le savez, c'est la lettre par laquelle Aimé Césaire présente sa démission du Parti communiste français. Et la raison pour laquelle j'ai commencé par une longue discussion du texte de Sartre, c'est que la lettre à Maurice Thorez est tout aussi bien une lettre à Sartre. C'est la thèse que je voudrais vous présenter. La lettre à Maurice Thorez est aussi une réponse à ce texte de Sartre sur une négritude vouée à disparaître, dont la signification même est de disparaître et de se fondre dans la Révolution. Parce qu'au bout du compte, puisqu'il est question de l'universel, la seule classe universelle, c'est le prolétariat. Quand Sartre contraste la situation des Noirs et des peuples colonisés, disons de manière générale, et la situation du prolétariat, ce qu'il est en train de dire, c'est en effet que l'oppression, la dénonciation de l'oppression et la nécessité de la libération trouvent son expression la plus achevée dans la seule grande poésie révolutionnaire de notre temps, mais qu'en définitive, dès lors qu'il s'agit de l'histoire universelle, la classe universelle, c'est le prolétariat. Et donc, l'émancipation, l'agent de l'émancipation sera le prolétariat. Les hommes n'ont fait qu'interpréter le monde, ou alors le transfigurer poétiquement. Quand il s'agit de le transformer, c'est le prolétariat qui est le véritable agent. Une des premières réactions à ce texte de Sartre, sur ce chapitre-là, sur ce point précis de la classe universelle et de la signification particulière de la révolte portée par la négritude, c'était la réaction de Fanon. Comme vous le savez, dans Peau noire, masque blanc, Fanon, faisant allusion à ce texte, dit Sartre m'a volé de quelque chose. Il commence par affirmer la négritude, et puis finalement, au bout du compte, il me dit je ne peux que pousser le grand cri nègre, être le poète de la libération, être le poète de l'oppression, mais quand il s'agira de détruire l'oppression et de faire advenir la libération, il faudra attendre la seule classe véritablement émancipatrice parce qu'elle est la classe universelle. Cette dialectique hégélo-marxienne qui est ici au cœur d'Orphée Noire de Sartre et ce contre quoi Fanon va faire cette déclaration. Il l'a fait gentiment, il n'attaque pas véritablement Sartre, mais enfin il dit cela. De la même manière, les auteurs de la négritude, qu'il s'agisse d'Aimé Césaire, d'Ours Senghor, etc., n'écriront jamais vraiment contre Sartre, mais de manière explicite. Mais d'une certaine manière, si on lit la lettre à Maurice Thorez, comme je vais essayer de le faire avec vous, on se rend bien compte qu'en définitive, sur le chapitre de l'universel, cette lettre à Maurice Thorez est tout aussi bien une lettre à Sartre et une critique de ce que Sartre dit dans cette préface qu'il a accordée. Alors, je lis d'abord, je vous ai donné le texte, on le trouve dans d'autres passages, le texte de la lettre à Maurice Thorez, mais je vous le donne dans l'édition originelle qui était, puisque cette lettre, il l'a publiée à Présence africaine en 1956. Entre-temps, donc entre le moment où Sartre a fait la préface Orphée Noire 1948 et le moment où Césaire publie sa lettre de démission du Parti communiste français en octobre, la date est là, Paris le 24 octobre 1956, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses.
D'ailleurs, vous aurez vu dans le texte que je vous ai fait parvenir, il y a une annotation à la fin, après Paris le 24 octobre 1956. Quelqu'un a écrit « Ben Bella est arrêté ». Donc à ce moment-là, Ben Bella est arrêté. Donc la révolution algérienne est en cours, puisque depuis le 1er novembre 1954, les enfants de la Toussaint sont en révolte. Et la contre-révolution se déclenche en Hongrie. La collusion impérialiste contre l'Égypte pour le canal de Suez. Donc tous ces événements se passent à ce moment-là. Les notes que vous avez là sont des notes d'Étienne Balibar, parce que c'est son exemplaire de la lettre à Maurice Thorez qu'il m'a offerte, et c'est cet exemplaire que j'ai photocopié pour vous. Donc, ce n'est pas moi qui ai noté ces choses-là, mais c'est vrai que le contexte historique était essentiel et était important. Il y a eu Bandung 1955, et à bien des égards, ce texte est une réflexion de l'esprit de Bandung dont nous avons parlé jusqu'à présent. Il y a eu aussi quelques mois auparavant, en fait, un mois auparavant, le congrès des écrivains et artistes noirs qui s'est tenu à Paris, à la Sorbonne, à l'initiative encore d'Alioune Diop et de présence africaine. Ça, c'était en septembre, et le texte de Césaire est publié en octobre. Il y a surtout eu aussi, à cette date, le fameux rapport de Khrouchtchev sur l'URSS et sur les crimes de Staline, sur le stalinisme. Il est important de de lire d'abord l'avertissement de présence africaine publiant le texte d'Aimé Césaire. L'avertissement dit, alors je n'ai plus de texte à vous montrer, donc je vais lire le texte. Présence africaine, mais l'avertissement suivant avant la lettre d'Aimé Césaire. Présence africaine, on le sait, groupe des hommes d'origine et d'opinions diverses, et dont certains sont des leaders politiques. C'est dire que la démission d'Aimé Césaire est un acte politique qui n'engage que sa propre responsabilité d'homme politique. C'est intéressant de voir cet avertissement. La manière dont Présence africaine précise que cette démission du Parti communiste français est un acte individuel qui n'engage pas, disons, tous les intellectuels qui se sont toujours regroupés autour de Présence africaine. Parce que ça n'était pas une mince affaire en 1956 de démissionner du Parti communiste français et de donner ainsi l'impression de se couper de ce qui pouvait apparaître comme une solidarité naturelle de la gauche communiste avec le mouvement anticolonial. Et donc, on comprend cette première phrase prudente de Présence africaine disant « Nous publions la lettre d'Aimé Césaire, elle n'engage que lui. » Mais ajoute « Mais pouvions-nous, au lendemain même du congrès des hommes de culture noire, donc le congrès qui venait de se terminer en septembre, compte tenu de nos conclusions et résolutions, pouvions-nous passer sous silence la signification que sur le plan culturel revêt un tel document. Placer ce document sur le plan culturel par opposition au plan politique. Qu'Aimé Césaire dénonce ici une forme d'impérialisme culturel, voilà qui ne va pas à l'encontre de notre lutte. Qu'il revendique d'autre part la libération de l'initiative spirituelle, culturelle et partant politique des peuples noirs, cela rejoint merveilleusement le sens de l'action que depuis des années, Présence africaine n'a cessé de mener. On ne peut comprendre toute la portée de cet écrit de Césaire si l'on en restreint l'explication à celle d'une banale lutte entre factions communistes au sein de ce que l'on nomme l'Union française. C'était donc la forme qu'avait prise la colonisation française à cette époque-là, la forme d'une union. La décision de Césaire nous concerne tous, artistes, écrivains, théologiens, hommes de culture de toutes opinions. Il disqualifie l'Occident en tant que directeur des consciences et de l'histoire. Il revendique et affirme un changement radical dans les structures traditionnelles de la vie culturelle dans le monde, celui-ci par l'apport libre et positif des peuples nouveaux,
doit révéler non pas seulement un visage nouveau, mais nécessairement plus de justice sociale, plus de lucidité, plus de vérité historique, plus de densité spirituelle et plus de solidarité parmi les hommes. Alors, je vous ai lu cet avertissement qu'on ne trouve pas dans d'autres éditions de la fameuse lettre d'Aimé Césaire, parce qu'il est important. En une phrase, on expédie le fait que ça n'engage que lui, mais tout le reste du texte dit l'accord profond avec la position qui était celle d'Aimé Césaire, qui était une position qui non seulement remettait en question l'universalisme qu'on peut appeler impérial, l'universalisme colonialiste de l'assimilation, mais également l'universalisme de gauche dont Césaire estimait qu'il n'était pas moins assimilationniste et au bout du compte moins colonialiste que l'universalisme de la colonisation proprement dite. Et ça va être tout le ton de sa lettre. D'abord, évidemment, puisque 1956, je vous ai dit, cela fait suite au rapport de Khrouchtchev, une sorte de commentaire du rapport de Khrouchtchev, disant « Nous découvrons toutes ces horreurs qui se sont produites sous le stalinisme. Nous découvrons en particulier la manière dont la Yougoslavie, et c'était important à l'époque parce que de préciser la Yougoslavie, la manière dont la Yougoslavie a été traitée par le bloc soviétique, le monde de l'Est, et parce que la Yougoslavie représentait à ce moment-là, pour des intellectuels comme Césaire ou comme Senghor, à la suite de la conférence de Bandung, l'esprit d'un non-alignement qui ne voulait ni de l'universalisme capitaliste, disons, ni de l'universalisme à la soviétique, mais qui cherchait une troisième voie. Et l'admiration qui était exprimée à la fois par Senghor, par Césaire et par Senghor, allait à la Yougoslavie, à l'époque, déjà à la Chine communiste, pas parce qu'elle était la Chine communiste, mais parce qu'elle était une sorte de voie originale vers le socialisme, et à Israël. C'était des grands admirateurs d'Israël, l'Israël du socialisme, l'Israël de l'utopie des kibbutz, qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec un Israël aujourd'hui, mais enfin, ce n'est pas le propos. Et donc, sur ce plan-là, l'idée de la recherche d'un universel autre qui s'exprime dans la lettre à Maurice Thorez avait l'adhésion de l'équipe de présence africaine dans son ensemble, bien qu'ils aient préféré, évidemment, dire que c'était une affaire individuelle. Structure générale du texte, je me rends compte que si je veux nous laisser du temps pour discuter, allez, je parle encore 5 minutes et je nous laisse du temps pour discuter. Ne vous inquiétez pas, on finira ce que nous n'avons pas fini ici la dernière fois, mais évidemment, ces textes ont soulevé tellement de questions que vous avez envie d'en dire quelque chose. Alors, second passage important. Césaire commence par dire tous les griefs qui pouvaient être les griefs des intellectuels en général en 1956 à la suite du rapport Khrouchtchev et ajoute « Mais quelque grave que soit ce grief, est à lui seul très suffisant, car faillite d'un idéal et illustration pathétique de l'échec de toute une génération, je veux ajouter un certain nombre de considérations se rapportant à ma qualité d'homme de couleur. » Et c'est à ce point de sa lettre que Césaire va recentrer la discussion avec le Parti communiste français et son alignement sur l'URSS, quoi qu'il arrive, qu'il va recentrer cela sur ce qu'il appelle ma qualité d'homme de couleur. Disons d'un mot qu'à la lumière des événements et réflexions faites sur les pratiques honteuses de l'antisémitisme, qui ont eu cours et continuent encore, semble-t-il, à avoir cours dans des pays qui se réclament du socialisme, j'ai acquis la conviction que nos voies et celles du communisme tel qu'il est mis en pratique ne se confondent pas purement et simplement, qu'elles ne peuvent pas se confondre purement et simplement. Un fait à mes yeux capital est celui-ci, que nous, hommes de couleur, en ce moment précis de l'évolution historique, avons dans notre conscience pris possession de tout le champ de notre singularité et que nous sommes prêts à assumer sur tous les plans et dans tous les domaines les responsabilités qui découlent de cette prise de conscience. Singularité de notre situation dans le monde,
qui ne se confond avec nul autre. Singularité de nos problèmes qui ne se ramène à nul autre problème. Singularité de notre histoire coupée de terribles avatars qui n'appartiennent qu'à elle. Singularité de notre culture que nous voulons vivre de manière de plus en plus réelle. Qu'en résulte-t-il sinon que nos voies vers l'avenir, je dis toutes nos voies, la voie politique comme la voie culturelle, ne sont pas toutes faites, qu'elles sont à découvrir et que les soins de cette découverte ne regardent que nous. C'est assez dire que nous sommes convaincus que nos questions, ou si l'on veut, la question coloniale, ne peut pas être traitée comme une partie d'un ensemble plus important. Une partie sur laquelle d'autres pourront transiger ou passer tel compromis qu'il leur semblera juste de passer, eu égard à une situation générale qu'ils auront seuls à apprécier. En tout cas, il est constant que notre lutte, la lutte des peuples coloniaux contre le colonialisme, la lutte des peuples de couleur contre le racisme, est beaucoup plus complexe, que dis-je, d'une toute autre nature que la lutte de l'ouvrier français contre le capitalisme français, et ne saurait en aucune manière être considérée comme une partie, un fragment de cette lutte. Voici un aspect de ce que j'appelais une réponse à Sartre. L'idée d'un disparaître de la négritude dans un mouvement de la Révolution où elle se réaliserait, cette négritude. 7 ans plus tard, Césaire revient là-dessus. Il y a un aspect sur lequel il insiste, qui est la singularité. Non pas le particularisme ou la particularité, mais la singularité. La singularité, et il ajoute d'une situation. Cela veut dire que la singularité en question est celle d'une perspective, d'un point de vue. Il ne s'agit pas d'affirmer une sorte de différence radicale et incommunicable, une expérience qui n'appartiendrait qu'aux hommes de couleur, pour reprendre sa propre expression, mais de dire qu'il y a une situation concrète, et précisément l'idée de situation concrète est une idée profondément marxiste. Analyse concrète d'une situation concrète, c'est le mot d'ordre de Lénine lui-même. Mais l'idée que justement, vous ne pouvez apercevoir l'oppression que depuis un point de vue singulier qui est celui-là. Celui, dit-il, des hommes de couleur. Et ce point de vue singulier ne saurait se dissoudre, se diluer dans l'universalisme auquel le convie le Parti communiste français ici. Nous allons continuer sur ce chapitre-là la prochaine fois, et ensuite seulement allons-nous aborder la question de la civilisation de l'universel, dans la continuité d'ailleurs. Les deux seront en continuité parfaite, puisque sur la question de la civilisation de l'universel, c'est plutôt de Senghor et de la vision senghorienne de l'universel socialiste, du socialisme dit africain, que nous allons nous appuyer. Ou de satisfaction ou de saturation, les deux riment. Parlant de poésie, nous allons pouvoir dismiss the session jusqu'à mardi prochain, où je vous retrouverai avec plaisir, même endroit et même sentiment. Merci.